Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode MLS is back sur Culture Soccer, le podcast quotidien. Comme d'habitude, votre hôte Adi Raphaël. Et aujourd'hui, je suis rejoint par le premier invité que j'avais eu, qui m'a fait le plaisir de répondre à mon invitation de nouveau, Tristan D'Amour. Salut Tristan, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Très content d'être de retour. Ben oui, ben moi je suis très content que tu sois de retour aussi. On a eu un très bel épisode, très bel épisode la première fois. Puis cette fois-ci, on a de beaux matchs à commenter qui se sont déroulés hier. Donc j'ai vraiment hâte de discuter de tout ça avec toi parce qu'on a eu quand même de très beaux matchs hier soir, le 19 juillet, n'est-ce pas? Oui, il y avait des bons coups, il y avait des moins bons coups. C'était le beau, la belle et le truand. Il y en avait vraiment pour tout le monde. Ouais, effectivement, il y en avait vraiment pour tout le monde. Ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude. Mais on va commencer par ce premier match qui se déroulait à 8 heures ici, heure du Québec, donc à 2 heures en France pour les Européens qui nous écoutent. Donc on avait les Earthquakes de San Jose face au Chicago Fire. On sait déjà que Chicago avait déjà remporté son premier match, tandis que les Earthquakes aussi avaient remporté leur premier match dans ce match épique dont vous avez parlé avec Matthias Van Halst, cette victoire 4-3 face aux Whitecaps de Vancouver. Donc, un gros match, hein, on s'attendait à quelque chose de gros. En tout cas, à chaque fois qu'on voit les San Jose Earthquakes, c'est très rare qu'on s'ennuie, n'est-ce pas, Tristan? Ouais, les Quakes, la première mi-temps était un petit peu lente, mais il y avait beaucoup de possession du côté de San Jose. Je me demandais, ça jouait beaucoup de gauche à droite, mais pourtant la défense du Fire, leur défense à 3 était quand même assez solide. Moi, j'étais quand même bien impressionné par la solidité de la défense à 3 parce que, sincèrement, les Quakes, c'est probablement l'équipe qui va surprendre le plus. Ben, pas nécessairement surprendre, mais qui va probablement aller loin. Il y en a trois belles équipes avec Orlando, puis je pense qu'on peut mettre l'Union de Philadelphie là-dedans, des équipes qui ont des très bons tournois. Oui, mais je veux dire, quand tu as Chris Wondolowski comme option pour aller chercher un but en fin de match, c'est que clairement, tu as une équipe qui a de l'allure. Ouais, effectivement, Wando, toujours aussi bon et aussi létal, on va dire ça comme ça. Vraiment un excellent attaquant, le meilleur attaquant, le meilleur buteur de l'histoire de la MLS, c'est pas rien. 37 ans maintenant, mais qui a encore fait des siennes. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Par contre, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas été très convaincu par le recrutement de Chicago. Je suis toujours pas convaincu jusqu'à maintenant. Par contre, t'as raison, Raphaël Vicky, le Suisse, a vraiment mis en place un système défensif quand même assez solide. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis j'ai été impressionné déjà lors du premier match. On l'avait nommé homme du match, je pense avec Anthony de Varenne, par Mauricio Pineda, le jeune homegrown qui jouait dans cette défense à 3. Bref, on va revenir là-dessus. On va parler en premier, comme d'habitude, Tristan, des 11 de départ. Pour voir exactement si jamais il y a quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on connaissait de ces équipes-là. Donc, en premier, le Fire de Chicago avec Kenneth Cronholm dans les buts, Boris Sekulic, Mauricio Pineda et Francisco Calvo, les trois défenseurs centraux. Cette fois-ci, à droite, on retrouvait Przemysław Frankowski. À gauche, on trouvait Miguel Angel Navarro. Au milieu de terrain, Lucas Stojanovic, Gaston Jiménez et Alvaro Medran. Et en attaque, les deux attaquants CJ Sapong et Robert Beric. Du côté des Earthquakes de San Jose, dans les buts, Daniel Vega. À droite, le français Paul Marie. En défense centrale, Guram Kashia et Florian Ljungwirth, l'allemand. À gauche, Nick Lima. Au milieu de terrain, comme on a eu l'habitude, Judson et Jackson Yule.
Et en cas de 3-1, les trois milieux offensifs, on a Vako à gauche, Magnus Eriksson en tant que 10, même si c'est pas vraiment un 10 pur et dur. Et à droite, Christian Espinoza, avant en pointe, de faire confiance encore une fois à Andrés Rios. Donc, tu as pensé quoi de ces deux 11 de départ? Il y a quand même quelques changements de la part de deux entraîneurs. Je ne sais pas si tu veux rentrer et expliquer un peu les changements par rapport aux entraîneurs, par rapport au premier match. Je les ai pas tous remarqués parce que c'est deux équipes que je prête un petit peu moins attention normalement, mais une qui m'a sauté aux yeux, c'est Tommy Thompson qui a pas débuté le match, qui est rentré plus tard. Ça, bon, on peut dire fait son effet, mais bon, c'est un joueur qui est très qui est bien aimé à San Jose. Moi, pas nécessairement un changement, mais moi, c'est la confiance que l'entraîneur de Chicago donne à un jeune comme Mauricio Pineda qui joue dans le milieu d'une défense à 3 à son deuxième match pro, 22 ans, qui vient de la grande région de Chicago. Moi, j'adore ça, voir ça. En première demi, c'était très solide. Ça allait bien. On voyait que San Jose avait de la misère à se rendre dans la surface de réparation. Ça allait beaucoup de gauche à droite sans nécessairement vraiment piquer dans le milieu. On va en reparler parce que je trouve qu'en deuxième demi, cette défense à 3-là, et surtout un de ceux, je ne vendrai pas le punch, mais un de ces trois-là a eu une moins bonne deuxième demi. Mais tout de même, je trouve que San Jose, avec Mathias Almeida, version cheveux courts, est quand même impressionnante à voir. Et c'est une équipe qui va vraiment avec le temps, parce que je regardais le broadcast de Fox Sports et il parlait du pourcentage de victoire de Mathias Almeida dans les matchs de coupe par rapport à des matchs de ligue ou des matchs de coupe / de matchs de séries éliminatoires. Et les équipes d'Almeida sont en grande majorité meilleures dans des matchs de coupe et des matchs de playoff qu'en ligue. Et là, ça prouve exactement ça parce que c'est un peu comme un tournoi de style Coupe du Monde. Et San Jose est une des premières équipes, sinon la première, à se qualifier pour la ronde éliminatoire. Donc, moi, je leur donne, même si la première demi n'était pas nécessairement très, je veux dire, j'ai pas été impressionné. Puis après la deuxième demi, ça, on va sûrement en reparler. Je trouve que Chicago leur a donné beaucoup de chance. Je trouve que c'est une équipe qui peut vraiment se rendre loin. Ouais, effectivement, c'est une très belle équipe et on sait Almeida a toujours eu du succès partout où il est allé en tant qu'entraîneur, même en tant que joueur, si jamais pour ceux qui se rappellent de sa carrière de joueur. Mais là où il est allé en tant qu'entraîneur, il a eu du succès, que ce soit à Chivas, que ce soit à Benfield ou à River Plate. Il a vraiment eu du succès. Après, il est assez particulier. Il y a toujours des petits problèmes avec la direction. Donc, espérons, il y a même eu des problèmes avec la direction des Earthquakes. Espérons qu'il va être capable on va dire, se calmer un peu avec ses boss pour continuer cette belle histoire et qu'on continue à le voir en MLS parce que vraiment, c'est toujours un régal de regarder ces équipes et comme tu l'as dit, toujours très performant dans les matchs de coupe. Donc, dans le format coupe, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus performant. Une chose qui m'a marqué de son point de presse hier, mais en fait, c'est pas la première fois qu'il le disait parce que il disait que son système, c'est pas le système le plus orthodoxe au monde et c'est un système où il va vraiment prendre le blâme pour ses joueurs. Il s'est les fait poser encore hier. Il disait mon système, c'est un système de jeu ou une philosophie qui expose mes joueurs du bon et du mauvais côté. J'ai trouvé ça quand même un petit peu... ça m'a fait sourire un peu.
Bah oui, c'est typique à Almeida, en fait, qui, je le dis assez souvent, pour moi, un peu le disciple de Marcelo Bielsa, El Loco, pour ceux qui le connaissent, où c'est quelqu'un qui est tellement humble, après il est tellement têtu dans ses idées, c'est pas quelqu'un qui va changer d'idée très facilement. Par contre, il est tellement humble et il va toujours prendre le blâme, on va jamais le voir vraiment attaquer ses joueurs. Par contre, en conférence de presse, c'est toujours de très belles conférences de presse parce que il passe pas par quatre chemins. Hein. Il a aucun problème à dire exactement la vérité, exactement ce qui se passe. Il est très transparent. Et c'est ce que j'aime du côté de ces entraîneurs-là, c'est que c'est beau à voir. Les conférences de presse, il y a toujours des petits feux d'artifice. On s'attend tout le temps à ce que Almeida ou bien Bielsa sorte la grosse phrase qui va nous faire saliver pendant une semaine. Donc voilà, toujours intéressant de voir les conférences de presse à Almeida. Puis il a parlé de son système, comme tu l'as dit, son système qui est très demandant, effectivement, offensivement comme défensivement. Et par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que Almeida est toujours capable d'adapter ses joueurs à son système. Et quels que soient les joueurs qui soient là sur le terrain, le système reste le même. Et c'est quand même assez intéressant parce que d'habitude, c'est difficile hein, de mettre d'autres joueurs dans un même système et lui dire tu vas jouer exactement de la même façon. Par contre, il a vraiment réussi. On a vu les changements avec son 11 de départ. Déjà, à droite, tu en as parlé, Tommy Thompson qui n'était pas là, donc remplacé par le Français Paul Marie, qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup, mais sauf qu'il n'a pas été mauvais, je pense, dans ce match-là. Et en défense centrale, et c'est très rare de voir une défense centrale changer comme ça, on a, au lieu qu'on ait Osvaldo Alanis qui était sur le banc, ben, on avait Florian Ljungwirth, l'Allemand, donc c'est quand même assez intéressant. Du côté de Chicago, on a vu un petit changement aussi dans le 11 de départ et que j'ai trouvé assez curieux. Jonathan Bornstein, qui est vraiment le vétéran et le latéral gauche très expérimenté, qui a été très bon depuis qu'il a rejoint cette équipe de Chicago, ben, a été remplacé par Navarro, Miguel Angel Navarro sur le côté gauche. Et le deuxième changement, c'est au milieu de terrain. Cette fois-ci, Raphaël Vicky a préféré Stojanovic à Fabian Herbers. Bon, finalement, Herbers est rentré pour Stojanovic qui s'est blessé à la mi-temps, mais un peu avant la mi-temps. Mais n'empêche, on a vu cette volonté pour Raphaël Vicky de mettre quelqu'un d'un peu plus technique avec Stojanovic au milieu de terrain au lieu de Herbers, qui est vraiment un bon joueur de rotation, mais pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Donc, des changements des petits changements au système, rien d'extraordinaire, mais quand même des petits changements au système, n'est-ce pas, Tristan? Et juste pour complémenter ton point que tu faisais tout à l'heure par rapport à Almeida et le fou, voyons, comment il s'appelle? Marcelo Bielsa, El Loco. Marcelo Bielsa, oui, c'est ça. Donc, deux systèmes comme ça qui favorisent beaucoup des équipes qui n'ont pas nécessairement énormément d'argent. On peut vraiment faire la comparaison entre Leeds United, qui vient juste de se faire promouvoir en Premier League pour la première fois en des décennies et les Quakes qui avaient des problèmes d'argent. Je trouvais ça vraiment... je trouve que ça se complémentait vraiment bien. Oui, exactement. Et pour revenir sur Chicago, sur ce que tu venais de dire, effectivement, j'ai été un petit peu surpris. Moi, je l'aime bien, Jonathan Bornstein. C'est un joueur classique de l'ancienne MLS qui s'est fait repêcher plus d'une fois dans des repêchages d'expansion, même si il n'était pas revenu. Je me souviens, le repêchage d'expansion de Portland, il s'était fait repêcher et il n'a jamais fait son chemin à Portland ou presque. Mais oui, il y a d'autres joueurs. Donc, Georgi Mihailovic, j'étais un petit peu surpris. C'est un joueur que j'aime bien, un autre homegrown, mais si vous me connaissez, vous saurez que moi j'aime bien les joueurs homegrown. Donc, peut-être qu'on va le voir. En fait, non, on le verra peut-être pas. Ah oui, c'est ça, peut-être qu'on va le voir. Il reste encore un match, oui, pour Chicago. Il reste encore un match, parce que c'est un peu mêlant, les équipes qui ont encore des matchs à jouer, d'autres qui ont fini. Mais bon, ils ont encore des chances de se qualifier. Ils ont Vancouver, donc dont on va parler plus tard. Donc j'ai l'impression que c'est pas encore fait c'est pas encore fini pour Chicago. Ils ont encore des chances.
Puis c'est une bonne chose. J'aime bien voir le renouveau. Il y a beaucoup de joueurs de première année, beaucoup de joueurs de deuxième année. Donc c'est clairement un projet de longue haleine à Chicago. Ils étaient censés recommencer au Soldier Field. Ils n'ont même pas pu avoir un match au Soldier Field à cause de la pandémie. Et bon, avec le rebrand de tout ça, donc j'ai l'impression que le premier match, la première victoire, c'était une bonne chose, mais je pense que c'était un petit peu, je dirais, ils ne s'attendent pas à avoir ils s'attendent pas à avoir des fruits tout de suite de leur labeur. Ouais, c'est sûr, c'est un travail de longue haleine. Hein. Il va de loin, Raphaël Vicky. Hein. Chicago, ça fait quelques années que ça marche pas trop. On en avait parlé lors du dernier podcast. Bon, il y a eu une saison sous Paunovic où ils avaient quand même très bien fait avec Schweinsteiger. Mais même là, c'est une saison qui était un peu l'exception qui confirme la règle. Chicago a été très très loin de ces années dans le passé avec les Stoichkov où ils étaient vraiment une des meilleures équipes dans MLS, si c'était pas la meilleure équipe en MLS dans le temps où ils ont remporté la MLS Cup. Donc c'est un club qui a besoin de se reconstruire, de se retrouver une identité. J'aime bien ce que fait Raphaël Vicky jusqu'à présent. On verra si jamais ça va être quelque chose qui va réussir dans la durée. On a vu que Paunovic avait une certaine son prédécesseur avait une certaine philosophie qui n'a pas trop marché avec le Fire. Par contre, on revient au match, ce match-là qui était quand même assez intéressant. C'est très rare et en fait, on en parlait durant le match. On s'est envoyé quelques messages, Tristan et moi. Et puis, j'étais là, Tristan, c'est bizarre. Je pensais pas que ça pourrait arriver une première mi-temps où je vois une équipe de Almeida où je te dis que le match était assez terne et on n'avait pas senti vraiment beaucoup d'excitation dans cette première mi-temps très bizarre entre ces deux équipes-là. Tu l'as dit, Chicago était vraiment très très bien en place. Les Earthquakes ont failli trouver le but dès la deuxième, troisième minute avec un ballon perdu, je pense, par Calvo et repris par Judson. Judson qui tire vraiment sur le gardien, tandis qu'il y avait vraiment beaucoup mieux à faire. Mais ou sinon, dans le match, oui, il y a eu quelques tirs à droite et à gauche dans cette première mi-temps, mais une première mi-temps assez, on va dire, presque ennuyeuse. Hein? Et c'est bizarre quand tu vois une équipe de Mathias Almeida sur le terrain. Tu t'attends pas à dire ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, je vais rien dire de nouveau parce que si vous étiez sur Twitter hier en suivant le match, il y a beaucoup de gens qui se disaient que ça avait l'air de deux équipes qui savaient qu'un match nul, ça serait pas mal pour les deux équipes parce que ça jouait, encore là, tu vois, il y avait de la possession du côté des Earthquakes, mais ça allait de droite à gauche, c'était pas, je veux dire, on dirait que ça cherchait pas nécessairement à avoir un but rapidement, c'était pas une équipe comme on va parler des Sounders plus tard, qui vraiment voulait chercher un but parce qu'une victoire était nécessaire. Dans ce cas-là, on avait une équipe de Chicago qui ça n'avait pas l'air à les déranger de s'asseoir un petit peu, de jouer bas, de défendre, puis de jouer la contre-attaque. Puis d'un autre côté, tu avais les Earthquakes qui avaient le ballon pendant pas mal toute la mi-temps. Puis sincèrement, je veux dire, dans le tiers offensif, si c'était pas des flancs, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Puis après, en deuxième mi-temps, on a vu ça rouvrir. Oui, effectivement. Et c'est là où on arrive à cette deuxième mi-temps-là. Puis là, tout commence à marcher un peu pour nous, les neutres qui voulaient voir des buts. Déjà, il y a eu quelques petites alertes au début, mais c'est à la 56e minute qu'il y a ce merveilleux but de Christian Espinoza. Je pense que c'est une passe en tout cas d'un défenseur, je ne me rappelle plus c'était lequel des trois, pour la poitrine de André Rios. André Rios
Munoz qui dévie de la poitrine pour Jackson Yueill, qui lance en profondeur Christian Espinoza, qui va marquer un but. En construction, c'est vraiment un délice de voir ce but-là. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose de répété à l'entraînement. C'était tellement beau à voir, tellement fluide. Et on voit que San Jose a tellement d'idées et tellement créatif dans sa manière de construire. Souvent, il tire un peu trop vite au filet. J'en ai parlé souvent dans ce podcast-là. Sauf qu'on sent qu'il commence à trouver un peu cette patience pour trouver un peu plus le bon moment où tirer le ballon. Et on l'a vu dans le match hier parce qu'il fallait, devant une équipe bien en place comme Chicago, comme tu l'as dit toi Tristan, il fallait vraiment trouver les bons moments pour tirer au but. Donc on n'a pas vu un match de San Jose avec 35 tirs dans le match. On a vu juste 11 tirs, 3 tirs cadrés. Mais par contre, c'était à chaque fois des bonnes chances de marquer, bien construites comme il faut. N'est-ce pas Tristan? Oui, mais Adi, je vais prendre un petit truc que tu as dit, puis je vais vraiment extrapoler là-dessus. On parlait d'une équipe qui était bien en place de Chicago. Je pense que c'est tombé par la fenêtre à ce moment-là, surtout en deuxième demi, parce que j'ai l'impression que ils étaient un peu trop statiques, et surtout sur cette action-là. Je crois que c'était Calvo. Et là, je pense que je vais commencer à montrer mes cartes un peu sur le match. Calvo, mais qu'est-ce que tu fais là? Je comprends que Christian Espinoza, c'est pas le typique joueur qui va marquer pour San Jose. C'est probablement la personne que tu penserais qui ferait la passe décisive. Mais je veux dire, tu lui donnes, écoute, un 1000 là, d'espace là, pour tirer. Tu sais, Christian Espinoza, là, il est pas fou, là. Je veux dire, il est ouvert juste à l'extérieur de la surface de réparation. Il prend le tir parce qu'il peut, là. Je veux dire, si tu regardes la reprise, là, Chicago lui donne tellement d'espace que c'est impensable pour Espinoza de ne pas tenter le tir. Il tente le tir et je pense que c'est à ce moment-là que Chicago perd ce match-là. Parce que, je veux dire, je sais pas si c'était, à mon avis, c'était un petit peu de paresse du côté de Chicago. T'as vu Calvo qui, on dirait que c'était comme une défense de zone. On dirait qu'il n'a pas voulu vraiment prendre son homme. Et honnêtement, j'étais frustré. J'étais frustré parce que je pensais que Chicago pouvait aller prendre ce match-là, malgré le fait que les Quakes étaient quand même beaucoup sur le ballon. Mais encore là, c'est ça. C'est beaucoup de défense. Ce tournoi MLS is back, c'est beaucoup d'erreurs défensives. À mon avis, c'en est une. Je veux dire, à mon avis, t'es censé mettre de la pression sur Espinoza. Et si tu mets de la pression sur Espinoza, OK, peut-être que tu as une faute, mais peut-être que tu peux aussi reprendre le ballon, puis après ça, jouer sur une contre-attaque. Qu'à mon avis, je trouve que c'est une erreur de Calvo. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Calvo qui laisse un boulevard à Christian Espinoza pour crocheter puis tirer dans le but. Vraiment, il aurait dû un peu plus se rapprocher, ne pas lui donner autant d'espace. Tu as complètement raison de ce point de vue-là. Surtout vers la fin, tu sais, au début, OK, c'est une passe en profondeur. Espinoza est quand même assez rapide. Mais c'est ça le problème de Francisco Calvo. C'est pour ça que même quand il était à Minnesota ou même avant, il était, je ne me rappelle plus quelle équipe il était avant, mais n'empêche, dans toute sa carrière, c'est pour ça que même s'il a joué souvent en tant que défenseur central, la plupart de ses coachs préféraient le voir jouer en tant que latéral gauche parce qu'il avait ce problème-là au marquage. C'est pas quelqu'un qui est bon à marquer son attaquant direct. Il est bien meilleur dans une couverture en zone, mais quand il s'agit de marquer un joueur, il a beaucoup de mal. Et on l'a vu hier encore une fois, Francisco Calvo qui a fait cette erreur-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, c'est ça, cette construction-là, moi je l'ai beaucoup aimé. Après, je commence à me poser des questions. On a vu San Jose, que ce soit face aux Whitecaps ou que ce soit face à Chicago, il décide tout le temps de laisser le ballon à San Jose. On sait que San Jose est quand même bon avec le ballon. Et je me demande si jamais, à un moment donné,
il n'y a pas une équipe qui va dire « Ah, tu sais quoi, non, je vais te prendre le ballon, je ne veux pas te donner la possession. » Même si c'est difficile de le faire face à Almeida, peut-être que c'est là la clé du succès face à une équipe aussi bien placée que les Earthquakes. Et on a vu qu'après coup, après ce but-là, comme tu l'as dit au début, Tristan, ça a l'air que les deux équipes étaient assez contentes de ce point de match nul parce que ça veut dire que San Jose était assuré avec un match nul de se qualifier. Mais d'un autre côté, Chicago se plaçait en très bonne position pour se qualifier, même si ce n'était pas encore fait. Mais dès que ce but est rentré, là, on a vu Chicago vraiment commencer à cogiter et essayer de reprendre un peu le pouls du match, hein, et essayer d'attaquer un peu plus, même si c'était très compliqué. Tu sais, quand tu es assis et tu es vraiment super défensif pendant 60 minutes, te remettre dans un mood offensif, c'est quand même assez difficile. Et on l'a vu, ça a été assez difficile. Il y a eu par contre ce but à la 70e minute qui est finalement refusé à cause d'une bonne poussette de CJ Sapong, donc un but à 70e minute de Beric, si je ne me trompe pas. Et c'est refusé, logiquement refusé, mais on a vu que Chicago avait du mal à reprendre vraiment ce côté-là où on est capable d'être encore plus offensif. Il y a eu cette occasion, et je pense que c'est l'occasion en or du côté de Chicago. Tu me diras si j'ai tort, mais l'occasion en or du côté de Chicago, c'était quand Beric, vers la 59e, juste après le but de Espinoza, il se retrouve un peu sur la droite de la surface. Il fait un contrôle, finalement, le défenseur touche le ballon, donc le contrôle est pas très bien exécuté parce que le défenseur l'a touché. Puis Beric décide de tirer un peu dans un angle extrêmement fermé, tandis que sur sa gauche, il avait deux options supplémentaires. Il aurait pu faire un centre, puis ça aurait été l'égalisation. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est la clé, c'est le moment clé du match où Chicago aurait pu retourner la situation en sa faveur? Ouais, je pense que oui. Ça et le but qui a été refusé à cause de. En fait, tu l'as dit, on l'a même regardé avant d'enregistrer. On l'a vu la faute. Moi, je l'avais pas vu à vitesse réelle, mais oui, elle était là. Mais c'est ça, ça manquait. Je pense que ça les a dégonflés un peu. Parce que Chicago, ils ont les outils quand même pour jouer la contre-attaque. Moi, j'aime bien Beric sur la contre-attaque. On l'a vu sur le premier match de Chicago. CJ Sapong, à mon avis, c'est un joueur qui peut faire la différence quand même. C'est quelqu'un qui a marqué des gros buts dans son temps, même à Philadelphie. Ouais, j'ai l'impression que ça les a un peu dégonflés, et surtout du côté des Quakes, quand on a un joker de la qualité de Chris Wondolowski, qui est probablement, si j'y pense, c'est probablement la meilleure substitution en MLS en ce moment. Parce que Chris Wondolowski jouera probablement, il sera plus sur les 11 de départ. Du moins, ça c'est mon avis. J'ai l'impression que Wando a plus 90 minutes dans le corps. Mais si tu peux te permettre, comme je le tweetais hier, pendant qu'on regardait le match, imaginez, je veux dire, je sais pas, on a quand même pas mal on doit sûrement avoir quelques fans de l'Impact qui doivent regarder, qui doivent nous écouter en ce moment, mais des fans de MLS au complet, là, imaginez pouvoir se doter d'un Chris Wondolowski, le meilleur marqueur de l'histoire, pour 15 minutes. C'est impensable pour beaucoup d'équipes. Mais pour en revenir à Chicago, c'est ça. J'ai l'impression que ça s'est dégonflé là, mentalement. Le changement c'était Pineda pour Mihailovic. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment choisi le mauvais défenseur central pour revenir à une défense à 4 parce que Calvo se fait absolument prendre. Il se fait prendre comme un écolier sur le but de Chris Wondolowski. Oui, effectivement. Moi, ce que j'aurais fait, si j'étais Raphaël Vicky, j'aurais enlevé Navarro, j'aurais mis Calvo en tant que latéral gauche, parce qu'on s'entend que Calvo, même s'il n'est pas très fiable au marquage, c'est quand même
c'est quand même quelqu'un qui a un leadership quand même assez intéressant. Donc, sur le terrain, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il est capable un peu de positionner son équipe et ainsi de suite. Donc, je l'aurais peut-être pas enlevé à lui. Par contre, je l'aurais mis en tant que latéral gauche, j'aurais sorti Navarro et j'aurais rentré à ce moment-là Mihailovic. Après, bon, c'est très facile de le dire après le match. Dans le match, peut-être que il aurait fait ça, Raphaël Vicky, j'aurais dit « Oh non, mais tu sais quoi, il aurait dû changer Pineda. » Puis, bon, bref, c'est assez simple de le dire après coup. Mais n'empêche, oui, c'est sûr comme tu l'as dit, Chicago, après ce but-là, a voulu directement tourner ce match-là en sa faveur. Donc, retourne à une défense à 4 en faisant rentrer Mihailovic, dont tu as parlé un peu plus tôt. Par contre, on n'a pas vu un Chicago non plus dominant. Il n'y a pas eu énormément d'occasions du côté du Fire. Et après, bon, il y a eu, comme on dit, on l'appelle le window time, donc le temps de Chris Wondolowski, qui est rentré finalement à la 82e minute. À peine, il est rentré en même temps avec Carlos Fierro. Très, très drôle qu'ils soient rentrés ensemble. Carlos Fierro, j'en ai parlé lors du dernier épisode. Pour moi, Fierro, c'est un joker de luxe qui est très, très bon, le Mexicain. Vraiment très bon joueur qui a joué un peu sur l'aile droite à ce moment-là, qui a remplacé Cristian Espinoza, qui avait beaucoup couru. Et vraiment, 30 secondes après être rentré, Fierro se retrouve sur la droite, il crochette, il centre parce qu'il est gaucher de son pied gauche, et ça arrive directement sur un Chris Wondolowski qui s'est complètement démarqué, et qui est complètement tout seul. Puis là, très simplement, une déviation de la tête, comme il le connaît, comme il l'a déjà fait des centaines de fois. Très, très bon dans son jeu de tête, Chris Wondolowski. Puis c'est le 2-0 pour San Jose. Puis là, on voit que Chicago n'a plus aucune chance, n'est-ce pas, Tristan? C'est une combinaison de beaucoup de choses parce que c'est là que Pineda, si je me souviens bien, c'est là que Pineda sort. Pour Mihailovic, ça devient une défense à 4. Et c'est 10 minutes avant que Pineda est sorti. Mais oui, à peu près. Oui, c'est 10 minutes avant. Pineda est sorti à la 72e. Wondolowski est rentré à la 82e. OK, donc je m'excuse. Non, c'est correct. C'est correct. Mais quand même, on en parlait un peu hier. Wando, il est juste... il est tellement beau à voir. Écoute, il rentre avec 10 minutes à faire, avec un chandail extra large, avec une espèce de undershirt 3/4. Il rentre comme... Je veux dire, tu as l'impression qu'il fait partie du coaching staff parce que, tu sais, il est rendu à quoi, 37? 37 ans, ouais. Bientôt 38 ans. En janvier, il aura 38 ans. Hein? Donc, très, très proche de 38. Puis il y a encore il me fait un peu penser, c'est un joueur qui... c'est drôle parce que les commentateurs de Fox Sports disaient « Tu veux pas être le premier à être là pour célébrer avec Wando parce que tu vas en prendre une en pleine tronche. » Mais je veux dire, c'est impressionnant de voir qu'à 37 ans, il y a encore pas la fougue, mais je veux dire, le feu, là. Ouais. C'est un peu, c'est à la Maurice Richard un peu son truc là. Il est intense. Ouais. C'est magnifique à voir on en parlait aussi un peu plus tôt, le fait d'avoir un joueur de cette trempe-là, d'avoir le meilleur marqueur de l'histoire de la MLS sur ton banc qui rentre comme ça. Et là, je pense que c'est le dernier le dernier clou dans le cercueil de Francisco Calvo. Qu'est-ce que tu fais? Le meilleur marqueur de la MLS, de l'histoire de la MLS, entre en jeu. Là, je comprends, là, c'est 30 secondes après, il faut s'ajuster, tout ça. Le meilleur marqueur de l'histoire de la MLS est dans la boîte et toi, tu fais juste regarder le ballon. Tu lui donnes l'espace. Aussi parce que t'es au premier poteau, et il se retrouve tout seul, il l'approche même pas. Encore une fois, une erreur de marquage. Et j'en ai parlé juste avant. Il y a un gros problème avec Francisco Calvo et le marquage. Donc voilà, ça résume un peu ce match-là du point de vue. Le marquage de Francisco Calvo, c'est vraiment ce qui a fait basculer ce match-là. C'est le mauvais marquage de Francisco Calvo sur les 2 buts. Donc voilà, c'est à peu près ça qui s'est passé de ce point de vue-là. Finalement, dans ce match-là,
pour toi, quel est le meilleur joueur du match et puis le pire joueur du match? N'oublie pas qu'on peut choisir un entraîneur si jamais tu veux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais qui est pour toi le numéro 1 et qui est le dernier de la classe? C'est une bonne question. Je pensais le donner à Espinoza. Je trouve que pour quelqu'un qui est pas nécessairement le marqueur de l'équipe, j'ai bien aimé qu'il a eu la présence d'esprit de prendre le tir puis ouvrir le score parce que je pense que je m'attendais à un match nul à un certain moment. Je me disais, bon, OK, on va avoir un 0-0 ou peut-être un 1-1, mais je pense que c'est ce but-là qui a vraiment ouvert les choses du côté des Quakes. Donc, je pense peut-être le donner à Espinoza. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, Espinoza a été très très bon. Une petite stat, je sais c'est pas le gars qui a l'habitude de mettre des buts, mais juste une petite stat qui est quand même assez intéressante pour dire combien ce joueur-là est malchanceux, parce que l'année passée, en 2019, Espinoza est le joueur qui a touché le plus souvent les poteaux ou les barres transversales en MLS après Carlos Vela. Donc, juste pour mettre au courant que peut-être que si jamais il avait un peu plus de chance, il aurait marqué beaucoup plus de buts l'année passée. Donc, bref, quand même un joueur qui est assez intéressant. C'est pas pour rien qu'il jouait à Villarreal avant. Hein, donc, Villarreal, oui. Villarreal, au Real Valladolid aussi. Il a joué à Boca Juniors. Donc, bref, c'est un joueur à juste 25 ans qui a quand même passé par plusieurs équipes intéressantes. Donc là, il se retrouve avec les Earthquakes. Puis, il a juste 25 ans. Hein, donc, pour moi, oui, c'est l'homme du match. Je suis complètement d'accord avec toi. Et pour toi, le pire joueur? Ben là. je veux juste Francisco confirmer. Calvo. Ah ouais? OK, quelle surprise. Je ne m'y attendais pas, Tristan. Ben non, écoute, là, t'as fait 2 erreurs de trop, là, vieux. Je veux dire, non. Je suis complètement d'accord avec toi, Tristan. Je pense qu'on est d'accord sur les 2 points. Des petites mentions spéciales, par contre, en tant que meilleur joueur, j'ai beaucoup aimé encore une fois le match de Jackson Yueill. Il m'impressionne. C'est le 3e match où il m'impressionne, ce joueur-là. Vraiment, en tant que meneur de jeu un peu en retrait, parce que c'est pas un numéro 10, mais c'est un meneur de jeu en retrait. Il est vraiment extraordinaire. J'ai encore beaucoup aimé son match. Et Judson, qui a fait un très mauvais match lors du 2e match, ben là, il a fait un bon match. J'ai bien aimé ce qu'il a fait dans ce match-là. Après, bon, j'ai dit au début, il aurait pu marquer, mais bon, c'est un milieu défensif, donc on ne peut pas tout s'attendre de sa part. Par contre, il a été très remuant. J'ai beaucoup aimé son match-là. Aussi, dans les mauvais joueurs, d'habitude, j'aime bien CJ Sapong. J'ai trouvé assez moyen hier, donc pas trop aimé sa prestation. Bon, je m'attends à mieux et je suis sûr qu'il va rebondir assez vite lors du prochain match. Ouais, t'as raison pour Jackson Yueill. Je pense que l'équipe américaine est entre de bonnes mains avec un jeune comme Jackson Yueill. J'aime beaucoup l'équipe des Quakes. J'aime ce qu'ils ont fait avec un budget modique. Entre toi et moi, j'aurais aimé voir Alanis en défense centrale. Honnêtement, j'aurais aimé voir Alanis juste pour te faire des jeux de mots de Alanis Morissette pendant tout le podcast. Mais ce n'est que partie remise. OK, ben parfait. On en parlera peut-être lors des prochains tours. C'est sûr parce que les Earthquakes ont déjà joué les 3 matchs du match de groupe. Par contre, ce qui est très intéressant, hein, c'est que les Earthquakes, n'oubliez pas que ces 3 matchs-là comptent pour la saison régulière. Tu as parlé que c'est une équipe de coupe. Donc, ce tournoi-là aide beaucoup les Earthquakes. Ils se retrouvent avec 7 points en 3 matchs, ce qui est très intéressant pour le classement pour la saison régulière. Mais on en parlera bien évidemment après le tournoi. On passe au prochain match qui est quand même assez intéressant aussi. C'était entre les Sounders de Seattle et Vancouver. On sait que les Sounders, gros problème du côté des Sounders. On le sait, ils ont toujours un peu du retard au départ. Toujours beaucoup de problèmes au départ. Par contre, là, c'était un peu dommage parce que Seattle avait perdu son premier match
Non, avait fait match nul pour son premier match face à San Jose sur le 3-3, si je me rappelle bien, et a perdu le match contre Chicago 2-1. On a parlé de la contre-attaque de Robert Beric un peu plus tôt. Donc là, le Seattle se devait de remporter le match face à un Vancouver qui aussi se devait renforcer le match, mais on avait beaucoup moins d'espérance du côté de Vancouver. On s'entend qu'il y a 8 joueurs qui manquent à l'appel dans ce tournoi-là, dont 3 attaquants de pointe et les 3 meilleurs attaquants de pointe avec Cavallini, Ricketts et Montero. Le meilleur défenseur central avec Godoy, qui est pas là non plus. Donc, c'était assez compliqué du côté des Whitecaps. Donc, moi, j'aimerais pas trop les juger sur ce match-là. Finalement, ça a été une grosse victoire de Seattle de 3-0. On s'y attendait un peu, hein, à cette victoire du côté de Seattle, n'est-ce pas, Tristan? Oh my God. Hey, pour vrai, là. Honnêtement, c'est même pas du jugement. Je me sens juste très mal pour Vancouver. Ouais. Honnêtement, là, si vous êtes chrétien, là, mettez votre chapelet sur la corde à linge. Si vous ne l'êtes pas, tenez-les dans vos prières parce que, calique, les Whitecaps, là, pauvres autres. Honnêtement, je les regarde et je me dis, c'est clair qu'il manque beaucoup de joueurs, là, c'est clair, mais tu voudrais qu'il y ait au moins une chose. Là, on va sûrement parler parce que une des seules bonnes affaires en ce moment qui se passe avec Vancouver, c'est Max Crépeau. On va en reparler probablement après à cause de ce qui s'est passé avec Max. Mais oui, là, on a vu une équipe de Seattle qui se devait de gagner. Ils sont rentrés, ils ont gagné, ils ont sorti du match tranquille. Stéphane Frey, je pense même pas qu'il y a eu un peu de sueur sur son front. Il y avait rien, je veux dire. Tu sais, les Sounders étaient grands favoris de ce match-là. Les Whitecaps ont tweeté avant le match le meme de Bernie Sanders. Je vous demande une fois de plus d'oublier tout ce qui se passe avant, tout ce qui s'est passé avant dans je veux dire, honnêtement, on peut même pas. Honnêtement, si on commençait à parler des problèmes des Whitecaps, on serait encore là ce soir, là, pour vrai. Mais oui, c'est une prestation qu'on appelle en anglais textbook des Sounders. C'est presque un sans faute. Honnêtement, j'ai rien à redire sur les Sounders. Hein. Exactement, et pourtant il y avait eu quelques choix forts du côté des deux équipes en fait. Donc si jamais on voit les 11 de départ, donc on a Seattle, Stéphane Frey dans les buts bien évidemment, à droite Kelvin Leerdam, en défense centrale Shane O'Neill qui est préféré à Gomez qui est blessé en fait si je me trompe pas, Xavier Arriaga en défense centrale avec lui, à gauche Nuhutolo. Au milieu de terrain, Gustav Svensson avec Christian Roldan. Et en attaque aussi, quelques changements. Jordan Morris, qui était sur le banc lors du dernier match, se retrouve de nouveau titulaire. Handwala Bwana reçoit le deuxième, sa première titularisation dans ce tournoi-là, sur le côté droit, en tant que numéro 10, l'inamovible Nicolas Lodero. Et en attaque aussi, un autre must qui est Raúl Ruidiaz. Du côté des Whitecaps, on avait Maxime Crépeau dans les buts. Seule satisfaction d'habitude de Vancouver depuis les derniers 18 mois. À droite, Jake Nerwinski. En défense centrale, Jasser Khmiri et Ranko Veselinovic. À gauche, Ali Adnan. Toujours dans un 4-4-2 cette fois-ci, on avait Milinkovic, le français, à droite, Russell Teibert à gauche, ce qui est un peu bizarre, et au centre du terrain, Inbeom et Owusu. En attaque, les deux non-attaquants, Yordi Reina et Christian Dahomey. Est-ce que je peux vraiment blâmer cette équipe de Vancouver? Si tu regardes le banc, c'est pas comme s'il avait beaucoup de choix. J'ai trouvé un peu bizarre qu'encore une fois, il fasse pas confiance à Theo Bair en tant qu'attaquant de pointe. Par contre, voilà, c'est ce que ça se qu'a à Vancouver. Il y a des petits changements par rapport à la formation précédente où on jouait en 4-1, 4-1. Cette fois-ci, on a changé en 4-4-2, mais c'est les mêmes joueurs sur le terrain. Il n'y a pas de changement point de vue joueur. Du côté de Seattle, comme on l'a dit, donc Gomez qui est pas là. Parce que c'est ça, il s'est blessé. Et on n'a pas non plus, lors du dernier match, on avait OPU qui avait été titularisé. Cette fois-ci, c'est Bwana. On a remis sur le terrain Jordan Morris au lieu de Miguel Ibarra. Donc, je pense des changements qu'il fallait du côté de Schmetzer. Tous ceux qui avaient déçu
sont plus là et tous ceux qui sont supposés être là ont été là. Puis un bon match, par exemple, du jeune Boana. T'as pensé quoi de ces deux formations de départ? Est-ce que tu as une préférence par laquelle tu veux que je commence? Non, vas-y. Non, ok, bon, du côté de Seattle, parce que ça va être un petit peu moins long, moi c'est Jordan Morris, c'est probablement un des joueurs que j'aime le plus de la MLS. Je sais que si vous me connaissez, je vais sûrement parler en long, en large de Omar Gonzalez, mais Jordan Morris, c'est le joueur classique MLS. Ça va probablement, avec le temps, être le prochain Landon d'un joueur qui va être classifié meilleur joueur MLS après un long bout de temps. Bon, après, Boana, oui, très bon match. Lodero, on va en reparler probablement après. Je veux dire, il y a présence d'esprit. C'est un joueur c'est un joueur qui a gagné partout, puis qui va continuer à gagner, peu importe où il va aller. C'est ce type de joueur-là. Bon, ok, du côté de Vancouver. Bon. Je vais te laisser aller. Je m'attends au pire, mais vas-y. Je vais commencer avec Russell Teibert à gauche. Je comprends pourquoi tu disais que c'était bizarre. Moi, j'aurais vu Ryan Raposo parce que moi, je le trouve bon, Ryan Raposo. Ouais, c'est un bon joueur. Puis même au pire aller, surtout si on dit que c'est un joueur désigné, pourquoi pas se permettre de mettre Ali Adnan un peu plus haut quand on pense à son apport offensif. Après ça, je veux dire, je regarde le banc, puis bon, qui on pourrait mettre, je dirais, latéral gauche. Je veux dire, je sais pas si... pas beaucoup de monde, hein. T'as Derek Cornelius qui peut jouer au centre. Après, bon, dépendamment... mais même Veselinovic et Kmiri à gauche, les deux, ils ont vraiment beaucoup de mal à bouger. Donc, j'aurais même, au pire, y aller avec une défense à 3 puis vraiment donner le flanc à Adnan. Theo Bair, honnêtement, je comprends pas pourquoi Marc Dos Santos s'efforce à mettre des joueurs qui sont pas des attaquants en tant qu'attaquants. Je trouve ça vraiment... Surtout quand on se dit, bon, OK, cette équipe-là, là, elle brille par l'absence de Lucas Cavallini et de Tosin Ricketts. Je regardais le match en me disant, honnêtement, Tosin Ricketts, c'est pas mon joueur préféré, mais maudit qu'il serait... je veux dire, il changerait cette équipe-là. Tosin Ricketts aurait trouvé une façon de marquer dans le match hier parce que, honnêtement, dans les 10 premières minutes, Vancouver a failli se faire marquer 2 fois. Mais quand même, j'ai vu une équipe qui, pas nécessairement avait confiance, parce que on est trop loin de dire qu'il y avait confiance, mais le penalty qui est... Je veux dire, oui, le ballon a touché la main à Kmiri. C'est sans équivoque. Mais c'est tellement malchanceux parce que son bras était tellement pas étendu. Il était vraiment proche de lui, mais le ballon, je pense que c'était Leerdam qui avait tiré ou Boana qui avait tiré. Ça a vraiment touché sa main. C'est Morris qui avait tiré. C'est Morris? Bon, ouais, okay, c'est Morris. Je me trompe encore. Non, c'est correct. Mais après ça, tu as vu... Mais c'est ça, c'est le moral d'une équipe qui est déjà à terre, qui, s'il avait gagné contre San Jose, on verrait peut-être une équipe différente parce que MLS is back, c'est quand même un tournoi qui donne des chances à des équipes qui en ont arraché. Je regarde une équipe comme Orlando qui, là, tu sais, je dirais, a le vent dans les voiles, puis il l'aurait pas autrement. Ce penalty-là les a vraiment achevés, puis on était juste une quinzaine de minutes dans le match. Je comprends qu'il n'y a pas d'attaquant, puis ça, on va en parler parce que, honnêtement, je veux dire, on peut lui donner beaucoup de choses, parce que probablement que Vancouver,
je veux dire, à mon avis, c'est peut-être la pire équipe de la Ligue. Mais c'est une équipe qui est très jeune. C'est une équipe qui, tu regardes les éléments, puis il y a un potentiel. Tu le regardes, tu te dis, bon, OK, au moins il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. Je veux dire, si cette équipe-là a Lucas Cavallini puis Tosin Ricketts, on parle déjà d'un match. C'est un match différent, déjà. Parce que cette équipe-là, tu voyais qu'il y avait un peu de construction, mais dès que tu arrivais au tiers offensif, dès que tu arrivais au point où il fallait rentrer dans la surface de réparation de Seattle, c'était impossible. C'était impossible de rentrer. C'est pour ça que je dis, Stéphane Frey, il a même pas, je pense même pas qu'il a sué. Hier soir, c'était comme monter l'Everest de rentrer dans la surface de réparation de Seattle. Et ça me désole de voir Vancouver comme ça, parce que s'il y a une équipe qui... s'il y a un fanbase qui mérite une victoire en ce moment, c'est Vancouver. Ouais, effectivement, c'est assez difficile pour eux ces dernières années. Après, bon, oui, tu me dis c'est une des pires équipes de la MLS, si ce n'est la pire équipe de la MLS. Je suis d'accord avec toi quand tu regardes son effectif maintenant. Par contre, ajoute les 8 joueurs qui sont pas là. Oui. Là, il commence à avoir quand même. Tu as parlé de Cavallini, tu as parlé de Ricketts, mais tu as aussi Montero qui est quand même un bon attaquant à faire rentrer au cas où il y a des problèmes en attaque. Tu as Godoy qui est un des très très bons défenseurs central qui est pas là. Au milieu de terrain, ça se passait quand même assez bien avec Inbeom, Owusu qui, et ça c'est pour moi la clé du match dans ce match-là, Owusu qui rate la tête à la 12e minute, il est tout seul dans la boîte, une tête, ça se voit qu'il n'est pas habitué à avoir des têtes comme ça dans la boîte, mais si jamais Owusu avait marqué cette tête-là, on aurait vu un tout autre match. Et tu l'as mentionné, et ce qui a changé le match et la clé du match, c'était ce penalty appelé sur Kmiri. C'est logique comme penalty selon les règles de la FIFA. Par contre, tu regardes un peu, puis tu es là, pauvre petit gars, là, Jasser Kmiri, parce que même il tourne la tête, sa main est... Oui, ok, elle n'est pas en position naturelle, elle n'est pas le long de son corps, sauf que elle est quand même très très proche, ça touche à peine sa main. C'est quand même assez limite, mais si on suit les règles du jeu, oui, c'est une main. Par contre, est-ce que si jamais on essaie d'être logique et humain, c'est pas vraiment une main et un penalty du côté de Vancouver. Par contre, j'ai bien aimé du côté de Seattle. La charnière Shane O'Neill, Xavier Arriaga, ça a bien marché entre les deux, cette charnière-là. Il faut dire que Vancouver n'a pas été trop non plus très menaçant, mais n'empêche, ça a bien marché de ce point de vue-là. Boana a fait un bon match, donc les changements apportés par Brian Schmetzer ont fait en sorte que ça a marché. On a même vu à ce moment-là Boana qui était impliqué sur le troisième but, pardon. Et bien évidemment, un excellent Nicolas Lodero. Lodero a été extraordinaire. Il transforme le penalty. Il est partout. Il est partout, ce milieu de terrain. Pour moi, c'est un des joueurs les plus sous-évalués de la MLS. Pour moi, c'est très proche d'être le meilleur joueur de la MLS et j'exagère même pas. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de Lodero. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Sur le but de Jordan Morris, je ne sais pas si c'est lui nécessairement sur la récupération, mais la passe, l'espèce de petit through ball à mi-hauteur à peu près, peut-être, c'est pas un ballon extrêmement lobé, mais c'était tellement une belle passe. La vision de voir que Jordan Morris peut se rendre au bout de ce ballon-là, et vraiment après, là, c'est terminé pour Vancouver. Puis on n'est même pas encore à la 30e là, à ce temps-là, si je me souviens bien, qu'on n'était pas à la 30e. Le deuxième but, 34e. 34e, ok. Ouais. Donc c'est ça. On n'était pas loin dans le match et c'était déjà terminé pour Vancouver. Mais ouais, exactement. Lodero. Mais j'ai l'impression que c'est un peu cette aura-là de Seattle où ils ont toujours des joueurs ultra solides, mais on les classifie pas nécessairement dans le top 3. Faut dire, ils ont eu Clint Dempsey.
Mais Lodero, oui, je suis complètement d'accord. Mais ces équipes de Seattle-là, c'est toujours très solide. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné. C'est pas pour rien qu'ils sont tout le temps dans la discussion. C'est pas pour rien qu'ils sont tout le temps en finale. Euh, ce que je vais donner aux détracteurs de Seattle ou ceux qui aiment moins l'équipe, c'est oui, ils prennent leur temps à ouvrir la machine, comme on dit en bon québécois. Mais si, if anything, la défaite qu'ils ont eue, c'était le temps qu'ils avaient à prendre. Est-ce qu'ils ont été chanceux de se prendre un Vancouver par rapport à se prendre une autre équipe pour justement avoir une victoire qui devait aller chercher? Oui, dans un sens, mais encore là, c'est une... j'ai dit sans faute plus tôt, peut-être pas nécessairement sans faute, mais c'est quand même une prestation classique de Seattle pour aller chercher une victoire qui est très importante pour le moral. Et peut-être que c'est là qu'on commence à voir le début d'une séquence où Seattle ne perd plus aucun match jusqu'à la fin de ce tournoi-là. Oui, c'est très possible. On s'entend que Seattle, maintenant, se retrouve avec 4 points. Elle est, à part ce gros miracle, donc à 99,99999% est qualifiée en tant que meilleur troisième. Il y a une toute petite chance que ça se fasse pas, mais c'est tellement ridicule. Il faut que 4 équipes lui passent devant en troisième place et il faut que que les Whitecaps remportent le dernier match. En tout cas, que Chicago remporte le dernier match face à Vancouver, ce qui est possible. Bref, il y a trop de chances pour que ça se passe bien. On a presque l'impression qu'ils sont dedans. Même la MLS sur leur site, on dit ils sont déjà qualifiés. Donc déjà là, ils sont presque sûrs qu'ils sont qualifiés. C'est le duel de la Cascadia. On sait qu'il y a une rivalité entre ces deux équipes-là. Entre les Whitecaps et Seattle. Par contre, ça compte pas pour ceux qui se demandent si ça compte pour la Coupe de la Cascadia. Ce match-là ne compte pas pour la Coupe de la Cascadia, juste pour mettre au courant. Par contre, il compte pour la saison régulière et c'est ça qui est très intéressant. Et pour revenir sur les succès de Seattle, oui, Seattle, depuis qu'ils sont arrivés en MLS en 2009, c'est 4 US Open Cup, donc 4 Coupes des États-Unis, 2 fois champion MLS, une fois finaliste, et si jamais ils sont pas finalistes, ils ont été 2 fois finalistes de conférence. Donc bref, sans oublier qu'ils ont été aussi une fois finalistes de la Coupe. Donc c'est quelqu'un qui est toujours habitué à gagner, en tout cas sur la scène locale. En Champions League, ils sont déjà arrivés en demi-finale de la CONCACAF, en demi-finale en 2012. Bref, c'est une équipe qui est habituée à gagner. Du côté de Vancouver, c'est une équipe qui se cherche encore. Tu as parlé un peu de Raposo qui aurait pu peut-être jouer sur l'aile gauche. On aurait pu aussi, je me suis rappelé juste après, on a Christian Gutiérrez qui est sur le banc, qui est un latéral gauche. Donc, si jamais tu voulais mettre Adnan un peu plus haut, comme ce que tu avais proposé plus tôt, Tristan, Christian Gutiérrez, il est là pour quoi? Il est là pourtant, il a 23 ans, c'est un joueur sur lequel, je pense, on fonde beaucoup d'espoir, un Canadien, un international canadien, donc je vois pas pourquoi il n'a pas été là. Ouais, exactement, qui est québécois, effectivement. Donc, bref, un non-match du côté de Vancouver, une victoire assez méritée de Seattle. Je pense pas qu'il y a autre chose à ajouter de ce point de vue-là. Donc, je pense qu'on va passer au meilleur joueur du match et au pire joueur du match parce que pour moi, je pense qu'on a tout dit. Mais je sais pas si tu voulais rapidement parler de la blessure à Max. Oui, j'avais complètement oublié. Oui, vas-y, je te laisse en parler. Ouais, donc probablement le passage le plus triste du match, c'est, si je me trompe pas, c'est Boana qui fait une action qui c'est très c'est pas de sa faute à Boana, mais on voit que je pense que il a marché sur le poignet. C'est de ce que TSN rapportait, c'était une blessure à la main gauche. On pensait aussi qu'il y avait quelque chose à l'abdomen parce qu'il se tenait beaucoup il se tenait beaucoup l'abdomen. J'espère sincèrement que c'est pas sérieux pour Crépeau.
J'espère que c'est pas quelque chose qui va prendre trop de temps à guérir parce que, sincèrement, Max Crépeau, et là, c'est devenu presque un cliché, mais Max est probablement un des meilleurs, qui est définitivement un des meilleurs jeunes, si pas un des meilleurs gardiens de la MLS. S'il jouait pour une équipe qui avait plus d'allure, s'il jouait pour une équipe qui gagnait plus, il aurait été dans les finalistes pour le gardien de l'année dernière, à mon avis. C'est quelqu'un, c'est pas pour rien qu'il a gagné le joueur du match, le joueur de l'année de Vancouver l'année dernière. Il se fait remplacer par un jeune Thomas Hasal, un jeune de 21 ans. Un homegrown, comme tu les aimes. Un homegrown. Moi, j'étais bien content de voir ça. Et sincèrement, le match aurait pu finir 4-0 si c'était pas de Hasal. Double arrêt extraordinaire. Hein? Un arrêt extraordinaire, quelqu'un qui... Puis on le voyait, je pense que le fait que c'était pas à Seattle, où il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, je pense que ça l'a mis en confiance. Il a pu être très vocal, dès son entrée dans le match. Tu voyais que c'était un gardien qui était en contrôle de son environnement. Et on peut voir, Max, c'est un gardien qui est très vocal, qui est très, je veux dire, même s'il a 25 ans ou peu importe, il est toujours assez jeune. C'est quelqu'un qui est très, d'après moi, il va finir comme capitaine un jour, 26 ans. J'ai l'impression que Hasal, il a un peu calqué son leadership de Crépeau. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon match pour quelqu'un qui rentre à froid. Troisième gardien de but. Moi, j'ai trouvé très solide dans le peu d'actions qu'on a vu, malheureusement, ou heureusement, peu importe comment on voit les choses. Mais si on est pour pas prendre de chance avec un Crépeau qui, honnêtement, l'équipe est déjà pour somme toute éliminée, de voir un jeune comme ça, j'haïrais vraiment pas ça. Encore là, ça dépend de là après qui on va avoir sur le banc pour peut-être avoir une option d'un coup lui se blesse. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment solide. Puis encore une fois, de dire écoute, j'espère, honnêtement, j'espère de tout cœur que Max Crépeau, que ce soit pas trop sérieux sa blessure. Ouais, effectivement, moi aussi, j'espère de tout cœur que ce soit pas trop sérieux. Par contre, Hasal, comme tu l'as dit, très belle entrée. 21 ans, Canadien qui a joué dans les équipes de jeunes, donc avec les U20 et les U18. Donc, c'est quand même un espoir du côté du Canada. Et moi, j'aime beaucoup voir les espoirs jouer. Et c'est ce qu'il faut. Il faut pas attendre que le joueur ait 25 ans avant de trouver une place de titulaire, comme par exemple Maxime Crépeau, hein, qui a dû attendre jusqu'à 24 ans avant d'avoir une place de titulaire en MLS, qui était l'année passée avec les Whitecaps. Donc bref, voilà. Et donc voilà pour ce match-là. Une très bonne... merci de m'avoir rappelé. J'avais complètement oublié, Tristan, de parler de cette blessure de Max Crépeau, qui est très, 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 très dommage. J'aimerais que tu me donnes donc ton meilleur joueur et ton pire joueur du match sur ce match-là. Pour le meilleur, j'hésite entre Lodero et Morris, parce que je trouve qu'ils se sont vraiment bien complémentés. Jordan Morris, à mon avis, reste un des très bons joueurs américains dans la MLS. Je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement solide. Mais je pense que je vais le donner à Lodero. Ça passe sur le but de Morris, c'est juste magnifique. Puis, c'est ça, comme tu le disais, quoique, tu vas sûrement dire Lodero, fait que je vais le donner à Morris. C'est entre les deux, donc tu as complètement raison, c'est vraiment entre les deux. Très très bon match de ces deux joueurs-là qui ont été extraordinaires. Petite mention spéciale, comme d'habitude, j'aime donner des mentions spéciales. Buona, j'ai bien aimé son match. Il est sorti à la 79e minute, remplacé par OPU. Mais quand même un bon match du côté de Buona. Du côté de Vancouver,
c'est très difficile de donner un bon match à n'importe qui. Je pense tout le monde a été très, très mauvais. Et pour moi, le pire joueur du match dans ce match-là, ben, c'était Yasser Khmiri, encore une fois. Ça fait 2 matchs de suite que je lui donne le titre de pire joueur. Encore une fois, j'ai pas aimé son match. Je trouve que il a besoin d'un taulier à côté de lui. Si jamais il doit être titulaire, il a besoin de quelqu'un qui soit très expérimenté à côté de lui pour lui apprendre le métier. Et là, il a à côté de lui Ranko Veselinovic, qui est un très bon défenseur. J'aime bien ce que j'ai vu déjà dès le premier match et sur ce match-là. Donc pour moi, bah, Khmiri, c'est très moyen, très très moyen. Jake Nerwinski n'a pas été mauvais. Si c'était pas de lui, les Sounders auraient probablement un autre but. C'est vrai. Ouais, donc Crépeau n'a pas nécessairement eu son meilleur match non plus. Azal, j'ai aimé son match. J'ai aimé, en fait, c'est plus son leadership à 21 ans qui crie à ses défenseurs. C'est pas qu'il avait pas l'air gêné. Et ça, faut donner crédit à Youssef Dahal, qui l'a sûrement bien amené dans ce match-là, qui l'a sûrement très bien conseillé avant qu'il rentre. Wussu, tu t'en as parlé un petit peu, qui aurait C'est pu, pas mal. C'est pas mal. qui aurait pu avoir un but dans le match, mais je trouve que sur le but de Morris, il se fait vraiment prendre. Bah oui, 100%. Donc peut-être à Wussu. Khmiri, ah mon Dieu, pauvre lui. Honnêtement, Ouais, pauvre là, lui, pauvre lui. j'ai pas le goût d'y donner parce que il méritait pas ce penalty-là. Je veux dire, je comprends la main, là, mais je vais le Mais donner c'est à pas Wussu. sur le juste pour faire penalty différent. seulement. C'est pas sur les penalties seulement. Il n'a pas été très bon non plus, là. Non, non plus, non. Mais Non, encore là, c'est ça, tu joues contre. Honnêtement, tu peux dire trident, mais même un quatuor avec Rui Diaz, mais Buana, Lodero, Morris, Rui Diaz, c'est solide, là. C'est rodé. Tu sens qu'ils se connaissent. Tu sais, c'est Seattle. C'est pas pour rien qu'ils ont fait trois finales de suite. Non, ils n'ont pas fait 3 finales de 3 suite. sur C'est pas pour 4. rien qu'ils sont 3 tout sur le temps 4. 3 sur 4. C'est pas Ouais. pour rien. Tu sais, Ouais, là, c'est pas pour rien. honnêtement, je pense que c'était Tony Marinaro qui me demandait pour une prédiction. Puis moi, j'ai dit, ben non, je te donne pas de prédiction, mais j'avais dit Seattle parce que c'est une équipe qui a de l'expérience. C'est une équipe qui, peu importe, tu vas voir une performance. Oui, il commence un petit peu en retard, mais tu peux difficilement parier contre les Sounders de Seattle. Puis on l'a vu encore aujourd'hui, ou hier, on l'a vu. Exactement, tu as complètement raison. On l'a vu exactement hier. Donc voilà pour ce match-là. Donc petit retour sur ce groupe-là. Donc on a 2 équipes qui ont joué leurs 3 matchs. C'est les San Jose Earthquakes avec 3 matchs joués, 7 points. Seattle, 3 matchs joués avec 4 points. Chicago avec 2 matchs, 3 points. Et Vancouver avec 2 matchs, 0 points. Donc tout va se jouer sur ce dernier match entre Chicago et Vancouver qui va se jouer le 23, donc le 23 ou le 22, non, le 23 à 9h du matin, donc c'est jeudi à 9h du matin, donc ça va être assez intéressant de voir qui va s'imposer. Si Chicago s'impose, il se qualifie. Si jamais ils perdent, à ce moment-là, ce sera indépendamment par rapport à la différence de but. Celui qui aura la meilleure différence de but sera 3e, puis pourrait avoir une des 4 places de meilleur 3e pour ce tournoi MLS is Back. Donc voilà, aujourd'hui, pour ce podcast quotidien sur MLS is Back. Tristan, merci beaucoup d'être venu encore une fois à ce podcast-là. Ça fait plaisir. Puis en terminant, honnêtement, les fans des Whitecaps peuvent vraiment pas gagner rien parce que un match à 9h du mat', heure d'Orlando, c'est un match à 6h du matin, heure de Vancouver. Pour vrai, je comprends pas pourquoi les équipes du fuseau horaire Pacifique jouent aussitôt le matin pour des gars, surtout qui sont habitués à l'heure du Pacifique, c'est se lever quasiment à 2h30, 3h du matin dans leur tête. Donc, je veux dire, ils ont vraiment rien
à retenir de ce tournoi MLS is Back là, mais ça fait toujours un plaisir d'être sur le show, Adi. Ouais, merci beaucoup, Tristan. Et puis, on va sûrement se. J'espère que tu vas trouver un peu de temps aussi dans ton emploi de temps assez chargé pour revenir une autre fois au podcast parce que on a vraiment de très, très belles discussions, je trouve. Puis, voilà, j'ai hâte d'en avoir de nouveau avec toi. Mais pourquoi pas? Ce n'est que partie remise. Excellent. Ben, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau podcast quotidien et à demain pour un nouveau podcast sur les matchs d'aujourd'hui du 20 juillet. Merci encore et à demain.